BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, on parle également des cryptos aux alentours de 16h35 sur BFM Business. Tiens, on regarde le Bitcoin là, qui recule un petit peu dans le sillage des marchés financiers traditionnels. Un Bitcoin qui recule à 17 445 $ en ce moment. L'Ether qui suit aussi 1272 $. On va en parler des cryptos, de l'actualité qui les anime et des solutions si vous souhaitiez y investir, en vous rappelant qu'il ne faut y investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cet environnement, cet écosystème reste bien sûr très volatile et spéculatif. Grégory Raymond nous accompagne. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, et Adli Takalbataï avec nous également à distance aujourd'hui. Tiens, bonjour Adli. Oui, bonjour. Président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Quel avenir pour les wallets physiques alors que Ledger présente son nouveau wallet physique justement en ce moment? Vous répondrez dans un instant, Adli, à cette grave question. D'abord, Grégory, une crainte de plus pour l'écosystème crypto, une décision de justice très attendue devrait bientôt tomber aux États-Unis. Alors, elle ne concerne pas FTX, elle concerne Ripple et sa crypto XRP. Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire ce poids lourd du secteur? On a un peu tendance à l'oublier, mais Ripple, c'est un des projets les plus anciens du secteur. C'est simple, l'idée, elle a germé dans la tête de son concepteur aux environs de 2004. Et Bitcoin, le premier Bitcoin a été créé en 2019. Donc quand Ripple en fait a été imaginé, vous étiez peut-être encore un jeune étudiant fringant, Guillaume. 2004, j'étais pas né, Grégory. Et donc en fait, voilà, Ripple a souvent été présenté comme la troisième plus grosse capitalisation du secteur derrière Bitcoin, Ethereum. Bon, c'est un petit peu descendu aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un projet qui se veut le challenger, le concurrent du réseau Swift, et là le but c'est d'améliorer les transactions internationales en faisant en sorte que ce soit plus rapide, moins cher, comme beaucoup de cryptos. Mais là, le projet de Ripple, c'était de faire une sorte de consortium avec les banques. Donc un projet très 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 ambitieux. Là, le projet Ripple et en tout cas sa crypto-monnaie XRP, ça pèse environ 19 milliards de $. Donc c'est plus la troisième capitalisation du secteur, c'est un peu descendu, on est autour de la 9 ou 10e place, mais ça reste quand même conséquent. Donc voilà ce que c'est Ripple. Un projet concurrent au système Swift, donc pour améliorer les transactions internationales et les rendre moins chères, plus rapides. En fait, ils voudraient créer, vous l'avez dit, une sorte de consortium des banques. Et du coup, les marchés, les investisseurs y ont cru. C'était d'ailleurs le gros phénomène Ripple, la hausse incroyable lors du bull market de 2017. Et oui, beaucoup en fait ont découvert l'existence de Ripple en 2017, parce que si vous aviez investi environ 1000 € dans Ripple, dans sa crypto-monnaie XRP le 1er janvier 2017, un an après, vous aviez 550 000 €. Donc c'est une progression de 55 000% à l'époque. Donc on en avait beaucoup parlé. Ça a rendu des gens extrêmement riches virtuellement, parce que ça s'est cassé la figure quand même juste après. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a peut-être été qu'un feu de paille, parce que le XRP n'a pas vraiment profité du bull market de 2021. Là, on évolue à peu près moins 90% de son sommet de 2018. Alors que là, le Bitcoin, l'Ethereum tourne au niveau de 2018. Donc le Ripple, même s'il a rendu des gens virtuellement riches, là c'est plus vraiment le cas. Et pourquoi l'histoire s'est dégonflée? Pourquoi le XRP a tant baissé depuis? Alors ce qu'on peut dire, c'est que le XRP a pas forcément une utilité certaine, parce que le réseau Ripple, il est intéressant, et surtout il peut fonctionner sans le XRP. D'ailleurs, Crédit Agricole l'avait testé en 2018 pendant 6 mois, et ils ont abandonné à l'issue de ce test. Ils m'ont expliqué, parce qu'on a écrit un papier dans The Big Whale à ce sujet, et il me disait l'expérience a été concluante, mais passer complètement sur Ripple, ça voudrait dire investir lourdement dans une autre chaîne en fait. Et voilà, c'est le problème de Ripple. Investir, convaincre les banques pour changer totalement de paradigme, ça se fait pas comme ça. Même si Swift n'est pas le système le plus efficace, il faut que ce soit 10, 100, 1000 fois mieux vraiment pour tout changer et investir. Il y a une barrière à l'entrée trop élevée. Ça, c'est une première limite de Ripple. Et puis il y a un autre limite. Et la deuxième limite, c'est que il y a environ 2 ans, la SEC, donc le gendarme financier américain, a déposé une plainte contre Ripple, comme quoi le XRP pourrait être un titre financier illégal. Ah mince. Et oui, c'est un problème là. Donc le projet est en pause en fait depuis ce moment-là. Devrait y avoir une issue qui arrivera entre maintenant
et le premier semestre 2023. Donc c'est sûr que la fourchette est large. Si ça arrive tôt, c'est qu'il y a eu un règlement entre les deux et que, disons que Ripple accepte d'être requalifié en titre financier. Oui. Voilà, mais ça arrivera certainement pas. Il devrait y avoir un procès. Et voilà, la justice américaine tranchera. Et c'est un sujet très important. Et le risque est énorme, on l'imagine. Donc, si Ripple est considéré par la justice américaine, on verra, comme un titre financier illégal. Tout l'écosystème crypto va donc regarder le verdict américain. Oui, exactement, parce que XRP, c'est une crypto-monnaie qui a été émise dès son lancement, préminée, on va dire, et ce qui est en fait le cas de la plupart des crypto-monnaies qui sont nées avec une ICO, une levée de fonds en crypto-monnaie. Donc en fait, le sort qui sera réservé par la justice américaine sur le XRP, sur Ripple, bah, c'est celui qui attend la plupart des autres projets. La conséquence directe, c'est pas forcément une interdiction, mais ça veut dire que toutes les bourses américaines ou toutes les bourses qui s'adressent aux clients américains ne pourront plus lister ces projets. Donc il y aura enfin ça peut correspondre un peu avec la fin de la liquidité pour ces projets-là, et donc potentiellement en fait leur mort. Je rassure tout le monde, par contre, Bitcoin ne sera jamais concerné par ça. Ça a été tranché par la SEC. Bitcoin n'est pas un titre financier. C'est plus perçu comme une matière première, parce que les crypto-monnaies n'existaient pas toutes le jour 1. Elles ont été minées petit à petit. Pour Ethereum, c'est pareil. Et globalement, ces deux crypto-monnaies sont assez décentralisées. Sur les autres, dont Ripple, Ripple, c'est une entreprise en fait qui gère quand même tout ce système-là. Voilà, il y a une entité privée qui s'enrichit en fait avec la vente de tokens. Et donc, si le XRP est reconnu comme un titre financier illégal, ça risque d'être le cas de toutes les autres cryptos, à l'exception d'Ethereum et de Bitcoin. Oui, beaucoup d'autres. Oui, en fait, toutes celles qui sont passées par ICO, c'est quasiment certain qu'en tout cas, elles suivront ce qui se passera pour Ripple. Ouais. Alors, c'est une décision cruciale pour l'avenir américain des cryptos. Si, en effet, Ripple est considéré comme un actif, un titre financier illégal, est-ce que ce sera pour le coup, au contraire, une plutôt bonne nouvelle pour l'Europe ? Oui, parce que déjà, en fait, la plupart des projets qui sont aux États-Unis, ils vont pas s'arrêter. Ils vont se dire voilà, on raye les États-Unis sur notre carte et on va aller ailleurs. Et l'Europe est une cible est une terre d'accueil de choix, en tout cas pour ces personnes-là. On sait que l'Europe est assez friendly. Mika a mis un cadre. On peut le critiquer, il a des défauts, des qualités, mais en tout cas, il y a un cadre. Et cadre qu'il n'y a pas aux États-Unis actuellement, on le rappelle. Le Royaume-Uni fait des travaux intéressants, la Suisse aussi. Après en Asie, il y a Singapour qui revient souvent. Mais en tout cas, l'Europe, je pense, a une carte à jouer. Oui, parce qu'aux États-Unis, c'est une décision judiciaire là dans les quelques semaines à venir qui va fixer le cadre en l'occurrence. Exactement. Bon. On avait beaucoup parlé de Mika en Europe. Là, la grosse décision à suivre, c'est aux États-Unis et c'est la justice. La SEC. Un regard là-dessus, Adli Takal-Bataille pour le cercle du coin qui nous accompagne sur Ripple, le XRP et surtout ce risque autour de la décision judiciaire américaine attendue au plus tard l'été prochain. Clairement, ça peut avoir un impact dans. Eh bien, nous avons perdu Adli. Ça aurait été beaucoup trop simple sinon. On va essayer de rétablir la connexion. Vous voyez, on est au siècle des cryptos. Mais une simple connexion comme ça, pouvoir parler, vous savez, c'est pas forcément facile. Voilà. On va essayer de reconnecter donc avec Adli dans un instant, dans une poignée de secondes, sur l'impact que pourrait avoir cette décision de justice américaine sur Ripple et surtout sur l'ensemble de l'écosystème. Écosystème qui a déjà été bien traumatisé quand même, on peut le rappeler, Grégory, par le scandale FTX. Du coup, tout le monde se demande comment sécuriser ces cryptos. Ledger est en train de dévoiler un nouveau wallet physique. Est-ce que ça pourrait être une solution de plus? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que forcément la solution d'avenir, d'ailleurs, ce sera les wallets physiques? En tout cas, nous, on considère que ce produit-là, c'est un peu celui qui pourrait attirer le grand public. Parce que les ledgers jusqu'à présent, ce sont des très bons produits, mais pas forcément faciles à prendre en main quand on est un débutant. Là, il y a un écran, on a envie de le montrer aussi. Ça a toute sa différence. Quand on aime les produits high-tech, on a envie de les montrer, on a envie de les toucher. Là, je pense qu'ils ont franchi un cap avec ça. Moi, j'ai juste des incertitudes sur la chaîne logistique. On sait qu'il y a des pénuries dans le marché de l'informatique, des semi-conducteurs. La chance de Ledger, c'est qu'ils ont leur usine à Vierzon, en France. Donc on espère qu'il n'y aura pas de problème sur la chaîne logistique. Ça devrait arriver à partir du premier trimestre 2023, ce qui semble raisonnable. En tout cas, on
on a hâte de voir ce que ça donne. Un nouveau wallet qui s'appellera Stax. Ouais. Stax, bon, et on verra si Ledger sera capable de le produire en quantité suffisante, parce qu'on sait que c'est le gros problème de l'industrie en ce moment, trouver suffisamment d'approvisionnement. Exactement. Ouais, et Ledger, on verra si Ledger fait exception ou pas. Est-ce qu'on a retrouvé Adli ? Adli Takalbataï, est-ce que vous nous entendez ? Absolument. Ouais, ben je vous entends depuis le début, donc tout se passait très bien. Un bon vieux téléphone, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et donc avec ce téléphone, on va réussir à mettre en avant vos arguments sur cette question de la sécurisation des cryptos. On viendra dans un instant sur donc ce nouveau wallet que présente Ledger en ce moment, mais cette question des wallets, elle reste aujourd'hui cruciale. Elle est même de plus en plus cruciale. Adli ? Oui, clairement. Quand on voit le problème que peut causer finalement des entités qui centralisent les fonds de leurs clients, on se rend compte qu'il faut revenir aux fondamentaux de la décentralisation. Et clairement, on est face à des situations qui vont faire que les gens vont utiliser de plus en plus ce qu'on appelle des self-hosted wallets, ou des wallets non custodiales, c'est-à-dire qu'ils vont héberger eux-mêmes leurs cryptos et faire des échanges directement avec des smart contracts sans risque de contrepartie. Donc finalement, cette porte d'entrée qu'est le wallet va vraiment devenir de plus en plus cruciale. Et il est intéressant de regarder toutes les solutions qui sont proposées, dont par exemple celle de Ledger. En effet. Ceci dit, pardon Adli, mais un grand pouvoir implique aussi de grandes responsabilités. Quelles sont les difficultés, les risques qui demeurent malgré tout autour de ces non-custodial wallets, ces wallets non hébergés ? Le risque, c'est de potentiellement perdre ce qu'on appelle sa seed, qui est la phrase qui permet finalement de retrouver sa clé privée. Le code. Donc, oui. Ça c'est un grand danger, parce que si on le perd, on peut tout perdre, et il n'y a pas de service client pour récupérer quoi que ce soit. De la même manière, il y a aussi d'autres problématiques concernant finalement la sécurité du wallet en lui-même. S'il est sur un ordinateur non sécurisé, par exemple, il pourrait être volé ou quelque chose comme ça. C'est à ça que sert le Ledger, par exemple, parce que si on se fait voler un Ledger, la personne ne pourra rien faire avec le Ledger. Ou autre wallet physique, je ne veux pas parler que de Ledger, mais c'est un exemple que tout le monde connaît. Et finalement, en plus, si on a de plus en plus d'identités, de choses qui sont liées à notre identité finalement un peu numérique sur ces clés-là, ça va avoir encore plus d'importance. Donc finalement, il y a des risques, il y a des risques très forts sur la conservation. Et donc, on devient totalement responsable de sa crypto, de son activité, son propre wallet. Oui. Et par contre, on ne peut plus, on devient responsable. En même temps, cette liberté, en quelque sorte, ce pouvoir de ne pas pouvoir être corrompu par quoi que ce soit. C'est vrai. En fait, choisir de placer ses cryptos sur un non-custodial wallet, c'est comme choisir de garder son argent sous le matelas, en quelque sorte, plutôt que de le confier à la banque. C'est ça la bonne comparaison. Absolument. Oui, c'est une bonne comparaison, sauf que finalement, on pourrait quand même mettre donc la phrase qui permet de retrouver la clé dans un coffre à la banque, en quelque sorte. Parce que cette phrase-là, c'est ça qu'il faut avant tout protéger. Oui. Et certains mettent leur code, donc cette phrase, la place à la banque, dans des coffres, ça existe? Des gens font ça? Ah oui, chez des notaires, dans des coffres, parce qu'il y a également le problème finalement de la succession. Je veux dire, si on décède, il faut bien que les gens puissent accéder à ces fonds-là. Il y a tout un tas de potentiels problèmes qui font que cette clé-là, on peut en quelque sorte essayer de la transmettre d'une manière ou d'une autre. Et il y a aussi d'ailleurs des wallets qui permettent d'avoir des smart contracts, qui permettent de gérer des cas pour retrouver une clé ou ce genre de choses en ayant ce qu'on appelle des gardiens qui vont pouvoir réactiver une clé. C'est le wallet argent, ça, c'est Grégory. Ça par exemple, oui, c'est un des exemples. Et le wallet argent qui permet finalement plusieurs parties pour un même wallet, qui permet à la fois de potentiellement le retrouver ou de réussir à le transmettre si une des clés est perdue. Oui, parce que il y a beaucoup d'options. C'est ça, parce qu'on parle tout le temps de Ledger, c'est un peu injuste pour les concurrents. Il y a beaucoup de concurrents quand même à Ledger, Grégory. En hardware wallet physique, vraiment, pas tellement. Il y a Trezor, qui est un constructeur tchèque, mais qui a pris beaucoup de retard, je trouve, par rapport à Ledger. Après, il y a des concurrents logiciels. Et donc, il y a un peu plus de risques. Oui.
Est-ce que, et alors peut-être qu'on parlera de Ledger quand on parle de Frigidaire, hein. Frigidaire à la base c'était une marque, on en a fait un mot générique, on verra si le wallet physique, voilà. Ledger ça veut dire portefeuille, hein, donc ils sont sur la bonne voie. Ils sont bons, ils sont très très bons. Et ce nouveau Ledger justement, ce nouveau wallet, Stax, c'est son nom, est-ce qu'il vous semble offrir un saut réel ou c'est juste une praticité, comment on dit, une praticité d'usage, ça se dit ça, facilité d'usage, une facilité d'usage qu'offre ce nouveau wallet. Comment est-ce que vous l'appréciez? Comment est-ce que vous l'accueillez, ce nouveau wallet de Ledger? C'est un gadget ou c'est plus que ça, d'après vous, Adli? Moi, je pense que c'est pas nécessairement un gadget. Il y a l'intérêt d'avoir un écran. Je pense que la navigation va être plus facile. Il y a aussi toute connexion avec les NFT, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre en fond d'écran NFT, ce genre de choses. Mais ce qui est assez amusant, c'est que finalement, c'est Tony Fadell qui design donc ce Ledger, qui a designé l'iPod. Et si on regarde le sort de l'iPod, c'est d'avoir été intégré dans un téléphone. L'iPod n'existe plus, il est dans l'iPhone. Bien sûr qu'il y a encore des iPods, mais globalement, l'iPod, c'est devenu l'iPhone. Attendez, vous êtes en train de casser leur baraque, là, Adli. Vous êtes en train de dire que l'avenir des wallets ne passera pas par des wallets physiques. Donc ça ne passera pas par les solutions de Ledger, les solutions matérielles que propose aujourd'hui Ledger. Je pense que Ledger risque de devenir finalement un vendeur de puces pour des constructeurs de téléphones. Et d'ailleurs, on peut préciser... Parce que c'est beaucoup plus, logique que ça s'intègre à notre téléphone que d'avoir un appareil supplémentaire. Parce qu'il y a le besoin d'avoir cette puce qui soit isolée, il y a un besoin d'avoir un écran avec un OS isolé, mais c'est tout à fait intégrable potentiellement à un téléphone. Et si les crypto-monnaies deviennent monnaie courante dans la vie de tous les jours, ce sera beaucoup plus logique d'avoir directement finalement un portefeuille sur son téléphone, avec la même sécurité. Le futur des wallets ne passera pas par des wallets physiques, Grégory? Alors deux choses à cette question. Je pense que il faudra que ça arrive dans les téléphones un moment, mais déjà c'est très risqué parce que là un Ledger c'est juste un Ledger, c'est pas connecté à autre chose. Et en fait si on le met dans un téléphone, il y aura plein de pistes d'attaque en fait pour rentrer dedans. Non, mais justement, si Ledger est intégré dans un téléphone, il n'y a pas de risque en tant que tel parce que toute l'architecture de Ledger c'est d'être isolé. Mais de pouvoir communiquer avec des API. Mais quand on pose la question à Ledger, à ce jour, le grand défi, c'est d'éviter le piratage. Il en existe aujourd'hui. Ils ne savent pas encore complètement faire dans un téléphone, quoi. C'est ça, sinon ça le serait déjà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Samsung avait discrètement investi dans Ledger il y a à peu près 4 ans. Donc on sait que les constructeurs de téléphones regardent cette technologie-là. Adli, convaincu? Clairement. Non, mais moi je suis extrêmement convaincu. Je pense vraiment que je trouve ça amusant que Tony Fadell, qui a créé l'iPod, crée ce Ledger qui sera peut-être un produit phare qui sera intégré de nouveau dans un téléphone. Bon, et peut-être une pierre de plus pour encourager la démocratisation des cryptos, mais en self-custodial. Voilà, ne pas passer par des plateformes centralisées. On a vu ce que ça donne avec l'affaire FTX, par exemple. C'est ce qu'on conseille. Ouais, il faut. Oui. Ça doit pousser tout le monde en fait à s'intéresser à la self-custody en fait. Ouais. C'est l'esprit originel des cryptos d'ailleurs. Exactement. Merci à tous les deux. Totalement. Ouais. Adli, allez-y. Je ne veux pas vous couper dans votre élan, Adli, allez-y. Non, mais c'est l'esprit originel des cryptos de réussir finalement à s'affranchir ou en tout cas d'avoir cette possibilité. Moi, ce que je dis pas forcément que ça va être la disparition des tiers, mais en tout cas c'est une libéralisation des tiers et c'est le choix. On peut choisir de choisir un tiers ou non. Bon, et ça, on rappelle la liberté qu'on a gagnée avec les cryptos. De n'investir en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre, et ça on le répète à chaque fois, ça reste très spéculatif et volatile. Merci de nous avoir accompagnés à distance. Adli Takal-Bataille, le président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Merci Grégory Raymond d'être passé nous voir en plateau. C'est bien en plateau aussi. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bon retour, bonne soirée à tous les deux, puis avec quelques jours d'avance peut-être, bonne fête aussi. Dans un instant, c'est pas la fête sur les marchés, au contraire, c'est un lendemain de Fed, en l'occurrence délicat, et la BCE qui en a rajouté une couche dans un discours de Christine Lagarde jugé extrêmement ferme par les investisseurs. Le CAC perd quasiment 3%. On est à une grosse demi-heure de la clôture, moins 2,7% en ce moment. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite.